Au cœur de l'Institut Auguste Armand, l'atmosphère est déjà lourde dès les premières heures de la journée. Une tension sourde circule dans les couloirs, presque imperceptible pour ceux qui ne sont pas directement concernés, mais étouffante pour celles et ceux qui savent. Ici tout entre dans un épisode où chaque décision pèsera durablement sur des trajectoires humaines déjà fragilisées. Anouk Revero, elle, avance avec cette lucidité douloureuse propre à ceux qui sentent que leur sort ne leur appartient plus vraiment. Elle sait que les regards ont changé. Pas tous, pas encore, mais suffisamment pour qu'elle comprenne que quelque chose est en train de se jouer sans elle. La chef n'est pas naïve, elle mesure la gravité des accusations portées contre elle, cette frontière floue entre pédagogie bienveillante et proximité jugée déplacée. Pourtant, au fond d'elle, elle refuse de se voir comme une fautive cynique. Elle a toujours cru que transmettre passait aussi par l'humain. Dans le bureau de Marc, la situation est analysée avec froideur. Marc ne doute pas. Pour lui, Anouk a franchi une ligne rouge. Sa vision de l'Institut est rigide, structurée, presque militaire. Un cadre clair, des règles nettes, et aucune place pour l'ambiguïté. Autour de lui, Anaïs et Jeanne tentent d'apporter des nuances. Elles rappellent les faits, précisent que Lou et Joe étaient consentants, qu'il n'y a eu ni contrainte ni abus d'autorité. Mais Marc n'écoute qu'à moitié. À ses yeux, l'exemplarité d'un professeur prime sur toute autre considération. Anaïs, elle, sent que le dossier est explosif. Elle refuse d'appeler immédiatement Tessier, consciente que l'affaire pourrait prendre une ampleur irréversible. Elle préfère temporiser, reprendre le contrôle, convaincue qu'un débat collectif est la seule issue possible. C'est elle qui impose l'idée d'un conseil pédagogique. Une décision lourde de conséquences, car elle sait pertinemment que certains votes sont déjà acquis, et que d'autres restent imprévisibles. Pendant ce temps, loin de ces tensions institutionnelles, une scène radicalement différente se joue dans l'intimité d'une chambre. Ismaël apparaît avec un plateau de petit déjeuner soigneusement préparé, des fleurs fraîches à la main. Le geste est simple, presque maladroit, mais profondément sincère. Léonard, encore marqué par les maladresses passées d'Ismaël, observe sans parler. Il y a chez lui cette crainte diffuse, celle d'y croire trop vite, de s'ouvrir à nouveau au risque d'être blessé. Ismaël ne fuit pas, il parle, il s'excuse, il reconnaît ses erreurs, sa peur initiale, son comportement parfois maladroit, presque fuyant. Les mots sortent sans emphase, mais avec une honnêteté désarmante. Et quand il prononce enfin ce « je t'aime », ce n'est pas une déclaration théâtrale, c'est un aveu fragile, posé comme une vérité qu'il ne peut plus contenir. Léonard, surpris par sa propre émotion, répond sans détour. Le « je t'aime » qu'il murmure en retour a le goût d'une victoire intime, celle d'un cœur qui accepte de faire confiance. Ce moment suspendu contraste violemment avec ce qui se trame ailleurs. À l'Institut, Joséphine a passé la nuit chez le roi. Bérénice et Fleur veillent sur elle avec une attention presque maternelle. La rechute est là, brutale, inquiétante. Joséphine tente de minimiser, mais son corps la trahit. Joe décide de rester quelques jours, par nécessité autant que par instinct de protection. Quand Bérénice la qualifie de guerrière, ce n'est pas une formule creuse, c'est une reconnaissance silencieuse de la lutte qu'elle mène depuis trop longtemps. Pour Lou, cette nouvelle est un choc. Il encaisse, comme toujours, sans éclat. Mais la fatigue émotionnelle s'accumule. Il sait que la situation d'Anouk et l'état de Joséphine sont liés par un fil invisible, celui de la culpabilité et de la peur de perdre ce qui compte. Il n'ose pas encore le dire, mais il sent que si Anouk tombe, quelque chose en lui s'effondrera aussi. Dans les cuisines, Solal lutte contre un vide inattendu. La technique est là, les gestes sont précis, mais l'élan intérieur s'est dissipé. Zoé tente de le rassurer, Julia l'écoute vraiment. Quand il lui avoue que la cuisine ne le fait plus vibrer, ce n'est pas une crise passagère, c'est une remise en question profonde. Julia comprend immédiatement que Solal n'est pas en panne de talent, mais d'émotion. Et déjà, dans son esprit, une idée commence à prendre forme. Léonard, de retour parmi les élèves, ne cache pas son bonheur. Il annonce à Gaspard et Maya que lui et Ismaël se sont dit « je t'aime ». Il parle de ce moment comme du plus « kiki » de sa vie, avec cette légèreté retrouvée qui masque pourtant un long chemin intérieur. Face à Maya, il se montre observateur, il perçoit l'absence de véritable alchimie entre elle et Gaspard, comme si ce duo était davantage une posture qu'une évidence. Cette intuition n'est pas anodine. Elle annonce déjà les tensions à venir, les faux-semblants qui finiront par éclater. Car à l'Institut, rien ne reste longtemps dissimulé. Et tandis que certains retrouvent l'amour ou l'inspiration, d'autres s'enfoncent doucement dans des choix qui les dépasseront. À ce stade, sans que personne ne le sache encore, toutes les pièces sont en place.
Le conseil pédagogique approche, les cœurs sont à vif, et chacun avance avec ses propres certitudes ou ses doutes les plus profonds. Pendant ce temps, le destin d'Anouk se resserre dangereusement, suspendu à des voix qui décideront bien plus que d'un simple renvoi. Dans l'effervescence contenue de l'Institut, la journée se poursuit comme si tout était normal, mais chacun sent confusément que quelque chose cloche. Les sourires sont mécaniques, les échanges prudents, et derrière chaque porte close se cachent des pensées bien plus lourdes qu'il n'y paraît. Anouk, elle, continue d'assurer ses cours avec un professionnalisme presque douloureux, comme si chaque geste, chaque mot, pouvait être le dernier. Elle observe ses élèves avec une attention redoublée, consciente que le moindre faux pas serait interprété comme une preuve supplémentaire à charge. À plusieurs reprises, elle croise Lou dans les couloirs. Le regard qu'ils échangent n'a rien d'ambigu, il est fait de respect, de compréhension mutuelle et d'une inquiétude partagée. Lou n'est plus un simple élève pour elle, mais le miroir de ce qu'elle croit être sa mission première, aider à grandir, soutenir, transmettre. Lorsqu'il lui glisse qu'il assume ce qu'ils ont fait ensemble, Anouk ressent un mélange de soulagement et de culpabilité. Elle ne veut pas qu'il se sente responsable de ce qui est en train de lui arriver. L'heure du conseil pédagogique approche, et la tension monte d'un cran. Anouk sait qu'elle est, à deux doigts, de se faire virer. Elle se prépare mentalement à assumer ses erreurs, à reconnaître ce qui pourra être perçu comme des conneries, sans pour autant renier ses valeurs. Cette lucidité la rend presque plus forte, elle n'attend plus de miracle, seulement un jugement qu'elle espère juste, même s'il doit être sévère. Pendant ce temps, dans les cuisines, une scène beaucoup plus terre-à-terre se joue, mais elle n'en est pas moins révélatrice des dynamiques de pouvoir et de lâcheté qui traversent l'Institut. Gaspard et Maya font tomber un pot en verre rempli de lentilles vertes. Le bruit sec attire immédiatement l'attention de Stanislas. L'instant est suspendu, il suffirait d'un mot honnête pour désamorcer la situation. Mais Gaspard choisit la facilité. Il accuse Maya sans hésiter, comme si ce réflexe de protection personnelle était devenu automatique. Maya, elle, tente d'abord de relativiser, presque avec humour. Ce ne sont que des lentilles, pas du caviar. Mais Stanislas ne rit pas. L'autorité qu'il incarne ne supporte pas l'irresponsabilité apparente. Sans chercher plus loin, il tranche. Maya écope d'une punition lourde, corvée de rangement jusqu'à la fin de la semaine. L'injustice est flagrante, et elle laisse un goût amer, non seulement chez Maya, mais aussi chez ceux qui assistent à la scène sans intervenir. Ce moment agit comme un révélateur. Gaspard, en se taisant, creuse un fossé supplémentaire entre lui et Maya. Il se persuade qu'il n'avait pas le choix, qu'avouer aurait été pire. Pourtant, au fond de lui, une petite voix lui murmure qu'il vient de franchir un cap. Ce n'est plus seulement de l'immaturité, c'est un choix moral, et il en portera les conséquences. À l'autre bout de l'Institut, Julia met son plan à exécution. Elle fait appel à Anthony, un ancien ami du lycée, qu'elle présente à Solal comme quelqu'un en pleine déprime après la mort de son chien. L'histoire est crédible, l'émotion palpable. Solal, touché, se met immédiatement en mouvement. Son regard change, ses gestes s'animent différemment. Il ne pense plus en termes de technique ou de dressage parfait, mais en fonction de ce que ce plat pourrait apporter à quelqu'un qui souffre. La cuisine devient alors un espace de réparation. Solal retrouve une forme d'inspiration presque oubliée, celle qui naît de l'empathie pure. Il cuisine pour consoler, pour accompagner, pour créer un lien. Julia observe la scène avec satisfaction, consciente d'avoir appuyé exactement là où il fallait. Elle ne se voit pas comme une manipulatrice, mais comme quelqu'un qui connaît suffisamment bien Solal pour savoir comment l'aider à se retrouver. Après le repas, quand elle lui révèle la vérité, la réaction de Solal n'est pas la colère. Au contraire, il comprend. Il réalise que Julia a perçu ce que lui-même refusait d'admettre. Il s'était éloigné de l'humain, enfermé dans une quête de perfection qu'il avait vidée de son sens. Lorsqu'il lui dit qu'elle est « une seconde incroyable », ce n'est pas une flatterie anodine. C'est la reconnaissance d'un soutien essentiel, presque vital. Pendant que certains se reconstruisent, d'autres vacillent. Lou tente une dernière fois d'influer sur le cours des choses. Il va voir Clotilde, déterminé mais respectueux. Il lui parle d'Anouk comme d'une prof géniale, de tout ce qu'elle lui a appris, bien au-delà des recettes et des techniques. Il lui parle aussi de Joséphine, de sa rechute, de cette fragilité qui rend la situation encore plus injuste à ses yeux. L'arrivée de Marc interrompt brutalement cet échange. Il annonce à Lou la rechute de Joséphine, sans détour. Le choc est immédiat. Lou accuse le coup, mais il ne se replie pas. Au contraire, il transforme sa peur en supplication. Face à Clotilde, il laisse tomber toute retenue et lui demande, presque désespérément, de ne pas condamner Anouk. Pour lui, elle ne mérite pas ça. Pas maintenant, pas comme ça.
Clotilde écoute, sans rien laisser transparaître. Son visage reste fermé, presque impénétrable. Elle n'affirme rien, ne promet rien. Elle se contente d'entrer dans le bureau où le vote va avoir lieu. À cet instant précis, personne ne peut encore deviner ce qui se passe réellement dans son esprit. Est-elle prête à suivre sa ligne initiale, à se ranger du côté de la sanction? Ou quelque chose vient-il de se fissurer en elle? Alors que les portes se referment derrière les membres du conseil pédagogique, une certitude s'impose. Quelle que soit l'issue, rien ne sera plus tout à fait comme avant à l'Institut Auguste Armand. À l'intérieur du bureau où se tient le conseil pédagogique, l'air semble plus dense, presque oppressant. Chacun prend place avec une conscience aiguë de la gravité du moment. Les dossiers sont ouverts, les faits rappelés, mais derrière cette apparente rigueur administrative se cachent des choix profondément humains. Anouk n'est pas là pour se défendre, son absence pèse lourd, comme un silence imposé qui accentue encore la responsabilité de ceux qui vont décider à sa place. Jeanne prend la parole en première. Son ton est posé, mais ferme. Elle insiste sur la notion d'éthique, sur la nécessité de préserver une distance claire entre enseignants et élèves. Pour elle, le problème dépasse largement le cas d'Anouk. Il s'agit d'un principe, d'un cadre indispensable pour éviter toute dérive future. Sa conviction est sincère, presque douloureuse, car elle n'ignore pas les qualités pédagogiques d'Anouk. Mais elle refuse de les laisser éclipser ce qu'elle perçoit comme une faute grave. Marc enchaîne sans hésitation. Il appuie les propos de Jeanne, rappelant que l'Institut se doit d'être irréprochable. À ses yeux, la bienveillance ne doit jamais se transformer en familiarité. Il parle d'image, de crédibilité, de responsabilité collective. Chaque mot est pesé, mais l'intention est claire. Pour lui, le renvoi d'Anouk est la seule issue possible. Il ne s'agit pas de punir par plaisir, mais de protéger une institution qu'il considère fragile face au regard extérieur. Face à cette rigueur, Anaïs tente d'introduire une nuance. Elle rappelle que les élèves concernés étaient consentants, qu'aucun abus n'a été constaté, et que la situation a peut-être été mal interprétée. Elle évoque le parcours d'Anouk, son engagement, sa capacité à accompagner des élèves en difficulté. Anaïs ne nie pas l'existence d'une erreur, mais elle refuse qu'elle soit jugée sans tenir compte du contexte. Pour elle, la sanction doit être proportionnée, humaine. Olivia, plus silencieuse jusqu'alors, intervient à son tour. Elle parle de pédagogie au sens large, de transmission, de confiance. Elle explique que certains élèves ont besoin d'un cadre rassurant, incarné par des adultes capables d'écoute et de compréhension. Anouk, selon elle, a su créer cet espace sans jamais franchir l'intention de nuire. Olivia ne parle pas d'indulgence aveugle, mais de justice. Une justice qui ne sacrifie pas une personne sur l'autel des principes. Pendant que ces débats se déroulent, à l'extérieur, Anouk attend. Chaque minute lui semble interminable. Elle repense à son parcours, à ses choix, à ces moments où elle s'est demandé si elle allait trop loin, sans jamais imaginer que cela l'amènerait ici. Elle ne cherche plus à se justifier. Elle veut seulement rester fidèle à ce qu'elle est, même si cela doit lui coûter sa place. Cette attente, presque stoïque, est une épreuve silencieuse qui la force à affronter ses propres contradictions. Dans un autre coin de l'Institut, Maya s'affaire à sa punition. Le rangement, monotone et ingrat, devient pour elle un temps de réflexion imposé. Chaque étagère qu'elle nettoie ravive l'injustice qu'elle a subie. Elle repense au silence de Gaspard, à ce regard fuyant qui a scellé sa condamnation. La colère monte, mais elle est contenue. Maya ne veut pas exploser. Elle observe, analyse, et comprend peu à peu que cette trahison n'est peut-être qu'un symptôme d'un malaise plus profond. Gaspard, lui, évite soigneusement le regard de Maya. Il tente de se convaincre qu'il n'avait pas d'autre choix, que la situation était banale, presque insignifiante. Pourtant, cette rationalisation ne parvient pas à étouffer complètement la culpabilité. Il sent que quelque chose s'est brisé, pas seulement entre eux, mais aussi dans l'image qu'il a de lui-même. Pour la première fois, il se demande s'il est en train de devenir quelqu'un qu'il n'aime pas. Pendant ce temps, Solal ne cache plus son regain d'énergie. Il partage son idée avec Olivia, lui expliquant ce nouveau concept de cuisine centré sur les moments de vie. Il parle avec passion, les yeux brillants, comme s'il venait de retrouver une part essentielle de lui-même. Il confie qu'il avait besoin de s'éloigner de la technique pour se reconnecter à l'humain. Olivia l'écoute attentivement, touchée par cette maturité nouvelle qui se dégage de lui. Léonard, encore porté par sa déclaration d'amour, traverse l'Institut avec une légèreté inhabituelle. Il remarque les tensions, bien sûr, mais il les perçoit différemment. Comme si ce bonheur naissant lui donnait une forme de recul. Il échange quelques mots avec Maya,
capte sa frustration, sans encore mesurer l'ampleur de ce qu'elle ressent. Il sait simplement que quelque chose ne tourne pas rond, et que les apparences sont trompeuses. De retour au conseil, le moment du vote approche. Le silence se fait plus lourd encore. Chacun sait que sa décision aura des conséquences irréversibles. Clotilde, jusqu'ici muette, écoute. Elle observe les visages, capte les arguments, mais son esprit est ailleurs. Les mots de Lou résonnent encore en elle. Sa supplication, sa détresse, et surtout cette phrase simple, « Anouk ne mérite pas ça ». Clotilde n'a encore rien dit, mais le doute s'est installé, lentement, profondément. Alors que les voix commencent à se préparer à se prononcer, une certitude traverse la pièce, ce vote ne sera pas qu'une formalité. Il sera le reflet de ce que chacun est prêt à défendre, ou à sacrifier. Le moment du vote arrive dans un silence presque solennel. Les regards se croisent, s'évitent parfois, comme si chacun cherchait encore une dernière confirmation intérieure avant de trancher. Clotilde, immobile, garde les mains posées devant elle. Elle sent le poids de cette décision comme rarement auparavant. Ce n'est pas seulement le sort d'Anouk qui est en jeu, mais aussi sa propre cohérence morale. Elle s'était jurée de ne pas la soutenir, de rester fidèle à une ligne stricte. Pourtant, quelque chose a changé. Dans son esprit, les paroles de Lou continuent de tourner en boucle. Elle revoit son regard inquiet, cette maturité forcée par les épreuves, et cette loyauté presque désarmante envers une professeure qu'il estime profondément. Clotilde se demande à quel moment l'Institut a cessé d'être uniquement un lieu d'exigence pour devenir aussi un espace de réparation. Elle se rend compte que la rigidité qu'elle prône parfois peut, sans qu'elle s'en aperçoive, devenir une forme d'injustice. Jeanne vote la première. Sa voix est claire, déterminée. Elle se prononce pour le renvoi d'Anouk, convaincue que l'éthique doit primer sur toute considération affective. Marc suit immédiatement, sans hésitation. Pour lui, la cohérence institutionnelle est non négociable. Ces deux votes tombent comme un couperet, laissant planer une tension presque électrique dans la pièce. Anaïs prend ensuite la parole. Elle vote contre le renvoi. Son ton n'est ni militant ni agressif, mais profondément humain. Elle parle d'injustice, de disproportion, et de la nécessité de ne pas condamner une personne sur la base d'une interprétation rigide. Olivia appuie ce choix, affirmant à son tour qu'elle ne peut cautionner une sanction aussi radicale. À cet instant précis, l'équilibre est fragile. Tout repose désormais sur Clotilde. Le silence s'étire. Clotilde ferme brièvement les yeux, comme pour se recentrer. Elle pense à Joachim, à leur discussion sur la transmission, sur le sens du métier. Elle pense aussi à Lou, à Joséphine, à ces jeunes qu'elle a vus grandir au sein de l'Institut. Quand elle rouvre les yeux, sa décision est prise. Elle vote contre le renvoi d'Anouk, déclarant qu'elle ne peut pas cautionner une injustice. Sa voix est posée, mais ferme, comme si elle assumait pleinement le poids de ce choix. La surprise est immédiate. Personne ne s'attendait à ce revirement. Marc reste figé, incapable de masquer sa stupeur. Jeanne, elle, accuse le coup en silence, visiblement déçue. Anaïs et Olivia échangent un regard chargé de soulagement. En un instant, le destin d'Anouk vient de basculer. Elle n'est pas renvoyée. Elle peut rester à l'Institut Auguste Armand. À l'extérieur du bureau, l'attente devient insoutenable. Anouk scrute chaque visage qui passe, tentant de deviner l'issue. Lorsqu'elle voit Clotilde sortir, son cœur se serre. Elle s'attend au pire. Mais la nouvelle tombe, presque brutalement, elle n'est pas virée. Le choc est tel qu'Anouk reste un instant sans voix. Une vague d'émotions la submerge, mélange de soulagement, de gratitude et de fatigue accumulée. Lou, informé presque immédiatement, peine à contenir son émotion. La tension qu'il portait depuis des jours se relâche d'un coup. Il pense à Joséphine, à ce qu'elle traverse, et se dit que cette petite victoire, aussi fragile soit-elle, est un souffle d'air dans une période étouffante. Il sait que rien n'est réglé, mais il se sent entendu, pour une fois. Dans les cuisines, Maya apprend la décision alors qu'elle est encore en pleine corvée. La nouvelle la frappe de plein fouet. Elle ressent une joie sincère pour Anouk, mais aussi une amertume persistante. Elle ne peut s'empêcher de faire le parallèle avec sa propre situation, cette punition injuste qu'elle subit sans recours. Cette comparaison alimente en elle une détermination nouvelle, elle ne restera pas éternellement silencieuse. Gaspard, de son côté, comprend que les choses sont en train de changer autour de lui. Le vote de Clotilde agit comme un rappel brutal, les décisions ont un poids, et les lâchetés finissent toujours par se voir. Il réalise que sa propre attitude pourrait bientôt être remise en question, et cette perspective le met profondément mal à l'aise. Solal, informé à son tour, partage la nouvelle avec un sourire discret. Il y voit une confirmation de ce qu'il vient de comprendre, l'humain doit toujours primer sur le reste. Ce vote, à ses yeux,
est l'illustration parfaite de cette philosophie qu'il commence à appliquer en cuisine. Il se sent aligné, pour la première fois depuis longtemps. Quant à Clotilde, une fois seule, elle laisse retomber la pression. Elle sait que son choix ne fera pas l'unanimité et qu'elle devra en assumer les conséquences. Mais au fond d'elle, une certitude s'est imposée. Elle a agi en accord avec sa conscience. Et dans un lieu comme l'Institut, où l'on forme des êtres humains avant de former des chefs, cette cohérence vaut tous les sacrifices. À ce moment-là, sans que personne ne le dise encore à voix haute, un nouvel équilibre se dessine. Fragile, contesté, mais profondément sincère. Et il annonce déjà les tensions à venir. Après l'annonce du verdict, l'Institut Auguste Armand semble reprendre son souffle, comme après une longue apnée. Pourtant, derrière cette impression de retour à la normale, les esprits restent profondément agités. La décision du conseil pédagogique a laissé des traces, visibles ou non, et chacun tente désormais de se repositionner dans ce nouvel équilibre fragile qui vient de naître. Anouk, encore sous le choc, traverse les couloirs avec une retenue presque irréelle. Elle sait qu'elle n'a pas gagné une bataille, mais simplement obtenu un sursis. La gratitude qu'elle éprouve envers ceux qui l'ont soutenue se mêle à une lucidité nouvelle, son regard sur son propre rôle a changé. Elle comprend que rester à l'Institut ne signifie pas continuer comme avant. Quelque chose devra évoluer, dans sa manière d'être, de transmettre, de se protéger aussi. Lorsqu'elle croise Clotilde, l'échange est bref, mais chargé de sens. Aucun discours grandiloquent, seulement un regard appuyé, presque grave. Anouk y lit un message clair, ce soutien n'est pas un blanc-seing. Clotilde n'a pas voté par faiblesse, mais par conviction. Elle attend désormais d'Anouk qu'elle soit à la hauteur de ce choix courageux. Cette attente silencieuse pèse autant qu'un avertissement. Marc, de son côté, encaisse mal la décision. Il se sent désavoué, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. Pour lui, ce vote ouvre une brèche dangereuse dans l'autorité de l'Institut. Il observe Clotilde avec une distance nouvelle, presque méfiante. Il n'exprime pas sa colère ouvertement, mais elle est là, tapie derrière des silences plus longs que d'habitude. Il sait que cette affaire n'est pas terminée. Jeanne, elle aussi, reste marquée par l'issue du conseil. Elle ne remet pas en cause la bonne foi de Clotilde, mais elle craint que cette décision ne crée un précédent. Dans son esprit, l'éthique doit rester intangible, quitte à être perçue comme dure. Elle se promet de rester vigilante, convaincue que le moindre faux pas d'Anouk sera désormais scruté avec une sévérité accrue. Pendant ce temps, dans les cuisines, Maya poursuit sa punition. Le geste répétitif du rangement devient presque méditatif. Elle réfléchit, analyse, et commence à mettre des mots sur ce qu'elle ressent réellement. Ce n'est pas seulement la sanction qui la blesse, mais le sentiment d'avoir été sacrifiée pour préserver quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience la pousse à revoir sa relation avec Gaspard. Elle comprend que le silence qu'elle a accepté jusqu'ici n'est plus tenable. Gaspard, justement, évite de plus en plus Maya. Il sent son regard sur lui, lourd de reproches muets. La décision concernant Anouk agit comme un miroir impitoyable. Il se rend compte qu'il a choisi la facilité là où d'autres ont pris des risques pour défendre ce qu'il jugeait juste. Cette comparaison le met face à ses propres contradictions. Il tente de se convaincre qu'il saura réparer, mais ne sait pas encore comment. Léonard, lui, continue d'évoluer dans une bulle de bonheur fragile avec Ismaël. Leur relation naissante devient un refuge, un espace où les tensions de l'Institut semblent momentanément s'effacer. Léonard partage ses réflexions, ses doutes, et Ismaël l'écoute avec une attention sincère. Ce lien, encore récent, se renforce à mesure que Léonard ose se montrer vulnérable, loin des jeux de façade. Solal, porté par son nouveau concept, affine ses idées. Il parle avec enthousiasme de cette cuisine qui accompagne les émotions, qui se met au service de ce que vivent les gens. Il n'a plus peur de dire que son rapport à la gastronomie a changé. Ce n'est plus une question de performance, mais de sens. Cette évolution ne passe pas inaperçue, et certains commencent à le regarder différemment, avec un respect teinté de surprise. Julia, discrète mais satisfaite, observe Solal avec une fierté contenue. Elle sait qu'elle a pris un risque en orchestrant son stratagème, mais elle ne le regrette pas. Pour elle, aider quelqu'un à se retrouver justifie parfois des méthodes peu orthodoxes. Elle se sent confirmée dans son rôle de soutien, de catalyseur silencieux, même si elle n'en revendique jamais le mérite. Du côté de Lou, l'émotion reste vive. La décision du conseil ne dissipe pas son inquiétude pour Joséphine, mais elle lui offre un répit psychologique. Il se sent moins seul, moins impuissant. Il sait que Clotilde a entendu son appel, et cette reconnaissance, aussi discrète soit-elle, compte énormément pour lui.
Il se promet de rester fort, pour Joséphine, pour lui-même, et pour ceux qui l'ont soutenu. Clotilde, enfin, se retrouve seule avec ses pensées. Elle sait que son geste aura des répercussions, peut-être même sur sa position au sein de l'Institut. Mais elle accepte ce risque. Elle se rappelle pourquoi elle a choisi ce métier, pourquoi elle s'est engagée dans cette voie. Ce vote n'était pas une trahison de ses principes, mais une réaffirmation de leur dimension humaine. À mesure que la journée avance, une évidence s'impose. Si Anouk est restée, c'est toute une chaîne de conséquences qui s'est enclenchée. Certaines positives, d'autres plus inquiétantes. Et au cœur de cette agitation silencieuse, chacun comprend que le véritable jugement ne fait que commencer. À mesure que l'Institut retrouve un semblant de calme, les répercussions du conseil pédagogique se diffusent insidieusement, comme une onde lente mais tenace. Rien n'explose, rien ne s'affiche ouvertement, et pourtant chacun agit différemment, comme si le vote avait déplacé des lignes invisibles. Les couloirs paraissent plus silencieux, les échanges plus prudents, chargés d'une conscience nouvelle, celle de savoir que l'équilibre peut basculer à tout instant. Anouk, désormais maintenue à son poste, fait le choix de la retenue. Elle parle moins, observe davantage. Chaque mot adressé à un élève est pesé, chaque geste mesuré. Ce n'est pas de la peur, mais une lucidité forgée par l'épreuve. Elle sait que certains la soutiennent sincèrement, tandis que d'autres attendent la moindre faille. Cette vigilance constante l'épuise, mais elle préfère cette fatigue à l'injustice d'un départ imposé. Dans son bureau, Clotilde tente de se replonger dans le travail. Les dossiers s'empilent, les obligations reprennent leurs droits, mais son esprit revient sans cesse à ce moment précis où elle a prononcé son vote. Elle ne regrette rien, pourtant elle anticipe déjà les conséquences. Elle connaît trop bien l'Institut pour ignorer que certaines décisions, même justes, laissent des traces durables. Elle s'interroge sur la confiance que Marc et Jeanne lui accorderont désormais. Marc, justement, garde ses distances. Il adopte une posture plus froide, plus professionnelle encore qu'à l'accoutumée. Derrière cette façade, une inquiétude persiste, celle de voir l'autorité de l'Institut fragilisée par ce qu'il perçoit comme une concession dangereuse. Il ne cherche pas la confrontation immédiate, mais il note, observe, et prépare déjà ses prochains mouvements avec une détermination silencieuse. Jeanne, de son côté, trouve refuge dans la rigueur. Elle redouble d'attention, s'assure que chaque règle est respectée à la lettre. Ce n'est pas une vengeance, mais une manière de se rassurer. Elle a besoin de croire que le cadre qu'elle défend est toujours solide, même si cette affaire l'a ébranlée plus qu'elle ne veut l'admettre. Elle surveille Anouk de loin, sans hostilité ouverte, mais avec une vigilance accrue. Dans les cuisines, la tension entre Maya et Gaspard devient presque palpable. Les mots sont rares, les silences lourds. Maya ne fait plus semblant. Elle exécute sa punition jusqu'au bout, mais son regard sur Gaspard a changé. Elle ne cherche pas la confrontation immédiate, préférant laisser la réalité s'imposer d'elle-même. Elle sait désormais que la confiance ne se décrète pas, et que certaines trahisons, même petites en apparence, laissent des marques profondes. Gaspard, lui, commence à ressentir le poids de son mensonge. Les regards autour de lui semblent différents, comme s'il perçait son masque. Il se rend compte que son attitude, jusque-là tolérée, pourrait bientôt être remise en cause. Cette prise de conscience le met face à une angoisse nouvelle, celle de devoir assumer ses actes, sans échappatoire possible. Il n'est plus sûr de pouvoir se cacher derrière son assurance habituelle. Léonard et Ismaël, eux, s'accordent une parenthèse hors du tumulte. Leur relation, encore fragile, se construit dans une sincérité rare. Léonard confie ses doutes, ses peurs de revivre les mêmes schémas, et Ismaël écoute sans interrompre, sans minimiser. Cette écoute attentive devient un socle, un espace où Léonard peut enfin respirer. Ce lien, né dans la douceur, contraste avec les tensions qui agitent l'Institut. Solal, porté par son renouveau créatif, commence à attirer l'attention. Son discours sur une cuisine centrée sur l'humain intrigue, questionne, parfois dérange. Certains y voient une dérive émotionnelle, d'autres une évolution nécessaire. Solal assume pleinement ce virage, conscient que s'exposer ainsi, c'est aussi s'exposer aux critiques. Mais il préfère ce risque à l'étouffement qu'il ressentait auparavant. Julia observe tout cela avec une distance bienveillante. Elle sait que son rôle est souvent invisible, mais elle accepte cette position. Elle comprend que chaque personne avance à son rythme, et que son intervention, aussi décisive ait-elle été pour Solal, ne devait pas être mise en avant. Cette discrétion est sa force, et elle s'y tient avec une maturité étonnante. Lou, enfin, reste habité par l'état de Joséphine. La décision du conseil lui a offert un répit, mais la peur demeure. Il navigue entre l'Institut et le chevet de celle qu'il aime, tentant de rester solide malgré l'incertitude.
Il sait que le soutien qu'il a reçu n'efface pas la fragilité de la situation, mais il s'y accroche comme à une preuve que l'empathie peut encore exister dans un monde de règles strictes. À ce stade, tout semble suspendu. Les conflits ne sont pas résolus, les blessures pas refermées. Mais une chose est certaine, l'épisode a marqué un tournant. Chacun a été confronté à ses propres limites, à ses valeurs, et aux choix qu'il est prêt à assumer. Et dans ce silence chargé de sens, l'Institut se prépare, sans le savoir encore, à affronter de nouvelles tempêtes. La fin de la journée approche à l'Institut Auguste Armand, et avec elle cette impression étrange que rien n'est véritablement terminé. Les décisions ont été prises, les mots prononcés, mais leurs échos continuent de résonner dans chaque recoin du bâtiment. Ce n'est pas une conclusion nette, mais plutôt un point de bascule, un instant où chacun prend conscience que l'après sera différent de l'avant. Anouk, seul un moment dans sa salle de cours désormais vide, s'autorise enfin à laisser retomber la tension. Le silence lui pèse autant qu'il la soulage. Elle repense au vote, à la surprise de Clotilde, à ce fil ténu qui l'a retenu au bord du précipice. Elle sait que rester à l'Institut sera une épreuve quotidienne, faite de vigilance et de remise en question constante. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle accepte cette exigence comme une chance de se redéfinir, plutôt que comme une punition. Clotilde, en quittant son bureau, croise le regard de Lou dans le couloir. Aucun mot n'est échangé, mais tout est dit. Elle perçoit sa reconnaissance silencieuse, et comprend que son geste a compté bien au-delà du cadre institutionnel. Cette certitude l'apaise autant qu'elle la trouble. Elle sait désormais que son rôle ne se limite plus à faire respecter des règles, mais aussi à entendre ceux qui n'ont pas toujours la force de se défendre. Marc observe cette scène de loin. Il n'intervient pas, mais il note. Dans son esprit, l'épisode n'est pas clos. Il se promet d'être plus attentif, plus strict encore, convaincu que l'Institut doit être protégé contre ce qu'il considère comme des dérives potentielles. Cette posture rigide, presque défensive, annonce déjà de futures confrontations. Marc ne renonce pas facilement, et cette défaite relative nourrit en lui une détermination nouvelle. Jeanne, quant à elle, quitte l'Institut avec un sentiment mitigé. Elle reste persuadée d'avoir défendu ce qui lui semblait juste, même si le résultat ne lui donne pas raison. Elle se promet de rester fidèle à ses principes, tout en s'interrogeant, malgré elle, sur cette frontière parfois floue entre éthique et humanité. Ce doute discret, presque imperceptible, marque une fissure dans ses certitudes les plus ancrées. Dans les cuisines, Maya termine enfin sa corvée. Fatiguée, mais étrangement plus lucide, elle comprend que cette injustice lui a ouvert les yeux sur certaines réalités qu'elle préférait ignorer. Elle croise Gaspard sans s'arrêter, sans un mot. Ce silence est plus lourd que n'importe quelle accusation. Gaspard le ressent comme un avertissement. Il comprend que les choses ne reviendront pas simplement comme avant, et que la facilité a un prix qu'il commence à peine à mesurer. Léonard et Ismaël se retrouvent en fin de journée, loin de l'agitation. Leur échange est simple, sincère, presque banal, et pourtant essentiel. Léonard réalise que cet amour naissant lui offre un ancrage précieux dans un environnement instable. Ismaël, de son côté, assume pleinement cette place nouvelle, conscient que l'engagement qu'il a exprimé n'est pas qu'une déclaration, mais une responsabilité affective. Solal, en quittant les cuisines, s'arrête un instant, comme pour graver ce moment en lui. Son mojo est revenu, mais il sait désormais qu'il est fragile, dépendant de cette capacité à rester connecté aux autres. Il n'idéalise plus la réussite, il la redéfinit. Et cette maturité nouvelle laisse présager un chemin différent, peut-être plus lent, mais infiniment plus juste. Julia, en observant tout cela de loin, sourit intérieurement. Elle n'attend ni reconnaissance ni remerciement. Elle sait simplement qu'elle a contribué, à sa manière, à remettre quelqu'un sur ses rails. Cette discrétion assumée la conforte dans ce rôle qu'elle s'est choisi, être présente quand il le faut, et s'effacer ensuite. Enfin, Lou quitte l'Institut pour rejoindre Joséphine. Son esprit reste hanté par la fragilité de la situation, mais il emporte avec lui une certitude précieuse. Parfois, la parole d'un élève peut réellement compter. Cette idée lui donne la force d'avancer, malgré la peur, malgré l'incertitude. Ainsi se referme l'épisode 1349 d'Ici tout commence. Pas sur une résolution définitive, mais sur une série de lignes déplacées, de regards changés, de silences lourds de sens. L'Institut continue de tourner, mais sous la surface, quelque chose s'est transformé. Et chacun, à sa manière, en portera bientôt les conséquences.